Bonjour à tous. Pour ce Curé enragé numéro 57, mais aussi Curé enragé numéro 58 dans le deuxième volet de cette émission, je voudrais aborder un sujet sous forme de question. Notre époque est-elle liberticide? Est-ce que notre époque tue les libertés publiques? Je pense que oui, et cela donne du souci. Il s'agit d'un sujet grave, les libertés publiques, et donc d'une manière pour nous de nous demander si elles sont effectives ou pas, ou si elles ont été amenuisées au fil des années depuis une bonne vingtaine, trentaine d'années. Je m'inspire pour ce sujet d'un petit ouvrage paru aux éditions Gallimard dans la collection Tracts en septembre 2019, petit ouvrage qui a été écrit par un grand juriste, François Sureau, petit ouvrage qui s'intitule « Sans la liberté » et qui est écrit donc par ce juriste qui est un avocat engagé dans la défense des libertés publiques, qui a été maître des requêtes au Conseil d'État, puis avocat également devant la Cour de cassation, etc. Bref, un bon juriste. Et il y a de quoi se préoccuper. À l'origine, la liberté, les libertés publiques découlent directement du christianisme, de l'Église. C'est un peu l'apanage de l'Église que de protéger les libertés. C'est saint Augustin déjà qui, au IVe siècle, nous rappelait la liberté de l'acte de foi, la liberté des enfants de Dieu, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, donc forcément libres. Et cette liberté, non seulement est un élément constitutif de la vie chrétienne, mais de la vie en général, car le christianisme est à la base de notre civilisation, tout le monde le sait. La liberté, on pourrait en parler jusqu'à minuit. C'est en 2 émissions donc que je vais traiter ce sujet, parce qu'il est vaste. Une première partie, c'est Curé enragé numéro 57, va être consacré à un petit peu énumérer les atteintes aux libertés publiques. Et puis, le numéro 58 sera consacré au pourquoi de cet amoindrissement des libertés publiques d'une manière colossale ces derniers temps. Je parlerai donc non pas de la liberté philosophique ou en général, mais plutôt d'un certain nombre de libertés publiques fondamentales pour chacun d'entre nous et pour notre société. La liberté de conscience, premièrement, la liberté de penser, deuxièmement, la liberté d'aller et de venir, c'est-à-dire de circuler, troisièmement, la liberté de s'exprimer, quatrièmement, et la liberté de s'informer, cinquièmement. Des libertés fondamentales. Alors, devant ces libertés fondamentales, quelles sont un certain nombre d'atteintes? Il y en aurait bien d'autres, mais j'en ai répertorié quelques-unes en m'aidant d'ailleurs de cet ouvrage de François Sureau. La liberté de conscience, première des libertés, on a vu une loi être votée assez récemment sur les discours de haine sur Internet et sur, cette propension maintenant à réprimer pénalement la haine. Mais quand on réfléchit bien, la haine est avant tout du domaine de la conscience, de l'intime de chacun. Avoir de la haine pour quelqu'un, c'est dans le cœur que ça se passe. Ensuite, cela se traduit peut-être par des délits, tuer son prochain ou se battre avec son prochain, etc. Mais la haine en elle-même est au plus profond de l'âme. Autrement dit, faire une loi contre la haine, cela veut dire réprimer l'intime de la conscience. Et
réprimer l'intime de la conscience, c'est finalement envahir la conscience par une loi extérieure. Deuxième exemple par rapport à la conscience, c'est le fait qu'on ne puisse plus parler contre l'avortement. Si vous allez devant un avortoir dans un hôpital et que vous essayez de dissuader les gens, vous allez en prison. Là encore, l'avortement, c'est avant tout un problème de conscience, même si ça n'est pas que cela, mais on ne peut plus rien dire. Et si jamais on s'amuse à vouloir essayer de dissuader une future maman, une maman plus exactement, alors on est pénalement répréhensible. Voilà deux exemples d'une atteinte absolument incroyable et inadmissible sur la liberté de conscience. Et puis, il y a la liberté de penser. Alors nous avons eu, il y a quelque temps, une loi sur l'histoire. La loi réprime le fait que, eh bien, dans tel et tel moment de l'histoire, si je dis le contraire, si un historien dit le contraire du politiquement correct, je suis passible des tribunaux. C'est, par exemple, ceux qui nient la Shoah, ou bien ceux qui sont racistes. Alors, si jamais, dans telle ou telle période historique, on n'a pas l'opinion de la majorité, alors forcément, on est réprimé pénalement. Je ne suis absolument pas révisionniste ni raciste, mais je reconnais le droit à mon prochain de penser différemment de moi. C'est la liberté de penser, justement. Et cette liberté est sacrée, me semble-t-il. Troisième liberté, la liberté d'aller et de venir. Alors bien sûr, ne parlons pas des radars terribles, des reconnaissances faciales par caméra que certains maires de France qui n'ont aucune idée des libertés publiques et aucun fond dans leur pensée essayent d'installer comme en Chine pour que l'on puisse voir qui va à la messe, qui trompe sa femme, qui ceci, qui cela. Bref, nous sommes fliqués. Et il y a toutes ces lois qui permettent ces caméras, ces reconnaissances faciales bientôt. Et puis, il y a cette proposition de loi qui avait été faite, à savoir d'assigner à résidence tous les suspects. Alors, sous prétexte du terrorisme, mais enfin, la loi permettait d'assigner à résidence tous les suspects. C'est en quelque sorte non pas le délit d'opinion, mais le délit de visage, le délit d'apparence ou de conversation que l'on a avec les uns ou avec les autres. C'est pareil, exactement pareil que sous la terreur, je vous signale. Quand vous lisez la description de la terreur pendant la Révolution française, vous avez aussi cette possibilité laissée d'assigner quelqu'un à résidence parce qu'il est simplement suspecté. Est-ce que la liberté est conservée? Et puis, autre exemple sur ce troisième point, la liberté d'aller et de venir, c'est ce projet de loi que nous avons sur l'immatriculation des vélos. Alors on va devoir avoir encore une plaque d'immatriculation, et puis une carte grise, et puis ceci, et puis cela. Plus moyen de prendre 2 roues et une chaîne et un pédalier et d'aller un peu se promener tranquillement sans être fiché, répertorié, suivi, etc. Mais là encore, n'est-ce pas une forme de dictature? Il y a aussi la fameuse loi anti-casseurs. On a prétexté cette loi parce que, à côté des gilets jaunes, il y avait des black boys, je crois que ça s'appelle, qui s'étaient mis avec les gilets jaunes. Et alors, pour empêcher les casseurs, maintenant, on a le droit de filtrer les gens avant une manifestation, de les examiner, de les palper, de les ceci, de les cela. Bref, on n'a plus, finalement,
le droit complet de manifester. Or, c'est tout de même un droit consacré par notre tradition juridique. Le droit administratif offrant la possibilité d'interdire à certains de manifester. Parce que pour l'instant, ces casseurs que l'on essaye d'éliminer, c'est le prétexte, mais on fouille aussi les vrais gilets jaunes. Et donc maintenant, pour manifester, il faut être fouillé, disons-le clairement. L'État préfère contrôler personne par personne les manifestants, c'est-à-dire finalement les intimider. Non le délinquant, mais le citoyen lui-même. N'y aurait-il pas une réorganisation de la police, du savoir-faire policier par l'État qui pourrait éviter tout de même que l'on se fasse fouiller, tout cela parce qu'on exerce son droit à manifester. Quatrième liberté dont je parlais, la liberté de s'exprimer. Alors là, il y aurait des centaines de milliers d'exemples. Vous avez ce projet de loi qui défraye la chronique contre les fake news, les fausses nouvelles, alors que le droit existant offrait déjà une parade pour ce futur délit, en quelque sorte, c'est-à-dire justement de répandre une fausse nouvelle, une fausse information. Nous avions déjà tout l'arsenal juridique qui permettait, avant des élections, d'annuler les élections si de fausses nouvelles avaient été publiquement, efficacement données et, en ce sens, vrillant, faussant le discernement des Français quand ils votent. Tout cela était déjà là, mais par cette loi des fake news, alors on va pouvoir déclarer que sont fake news ceci, cela, cela, sans savoir si tout est faux, si rien n'est faux, si c'est gris et non pas ou tout noir ou tout blanc. Bref, une contrainte et une police de l'expression. Et puis, on recourt par là au juge des référés, alors que le juge des référés, nous savons bien que c'est le juge de l'évidence, et qu'un juge de référé, quand les effets ne sont pas évidents, ne peut pas rendre un jugement. Il va déférer ce jugement à des juges qui ne sont pas des juges de la rapidité du référé, mais des juges naturels. Et puis, il y a, j'en parlais, le discours de haine sur Internet qui est réprimé pénalement, ou le sera. Il y a également tout ce phénomène de déléguer à des pouvoirs entièrement privés et souvent financiers, de déléguer une police de l'expression. Dans YouTube, par exemple, si je profère tel ou tel mot de vocabulaire ou telle idée qui n'est pas l'idée de la majorité, l'idée du politiquement correct, de la pensée unique, alors YouTube me détruit ma chaîne et empêche que je m'exprime devant les youtubeurs, devant les spectateurs. Et YouTube, que je sache, n'est absolument pas une institution de notre pays, de la République ou de la royauté. C'est une firme de droit privé et qui est commerciale. Alors on confie à des commerçants le fait d'autoriser quelqu'un à s'exprimer ou pas. Mais où va-t-on ? C'est la même chose que Ferrero, vous savez, qui fabrique le Nutella, la Nutella, il faudrait dire d'ailleurs, Ferrero, et qui fabrique cette excellente substance, tout le monde le sait, vient de couper ses subventions de publicité à une chaîne de télévision. Pourquoi ? Parce que Zemmour y était apparu. Parce que bien sûr, Zemmour n'a pas le droit de s'exprimer. Pourtant, on peut lui répondre. On peut d'ailleurs être contre ses idées. Mais le faire taire, de quel droit ? De quel droit ne peut-il plus jouer de la liberté d'expression ? Et nous savons bien que si une chaîne n'a pas ses revenus
publicitaire, elle meurt. Et donc, par là, en coupant les subventions de publicité, eh bien, Ferrero a voulu réduire au silence Zemmour. Quel que soit ce qu'on pense de Zemmour, ça, chacun a son opinion. Mais pourquoi réduire au silence quelqu'un qui a des idées, qu'il affirme, qu'il défend, qu'il essaie de rendre raisonnable, en faisant appel à l'intelligence des gens? De quel droit le réduire au silence? Et puis, la loi qui s'en remet également à des tiers. Par exemple, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui va faire la police de la télévision ou de la radio. Ah, ça vous pouvez le dire, mais ça vous ne pouvez pas le dire. Ah, ça c'est bien, mais ça c'est mal. Ah, on vous interdit ceci ou on vous interdit cela. Mais depuis quand peut-on ainsi, là encore, réduire les gens au silence? Finalement, c'est ça, c'est de dire tout le monde en rang, tout le monde aligné, et vous dites ce qu'on a envie que vous disiez. Le reste, vous n'avez plus le droit, et même vous allez être réprimé pénalement. Cinquième liberté, dont je parlais, la liberté de s'informer. Si l'on veut être libre, c'est sûr qu'il faut cette liberté de s'informer. Et on voit non pas tuer une liberté, mais finalement ne pas l'assurer. La liberté par rapport à la tolérance que notre État français, démontre par rapport aux grands groupes financiers de presse. Vous comprenez? À partir du moment où la presse n'est plus indépendante, il n'y aura que la presse qui va être porteuse de telle ou telle idéologie qui, elle, va pouvoir s'exprimer et la presse contraire ne pourra plus le faire. Quand on apprend que le Figaro est détenu par un tel, que le Monde est détenu par un tel, que Harakiri, Charlie Hebdo sont subventionnés par un tel, etc., etc. Finalement, la liberté de la presse, elle est aux mains des financiers. Et en ce sens-là, l'État tolère et n'assure pas la garantie de nos droits d'être informés et d'être informés avec la contradiction, parce que ça serait trop facile de dire une version aux gens et de taire la version contraire. Et puis, l'interdiction, par exemple, que l'on a, je crois, mise en œuvre ces derniers temps, de consulter des sites Internet jugés, entre guillemets, malfaisants pour la sécurité, pour le Dieu de la sécurité, à savoir les sites islamiques. Dieu sait que je ne regarde pas de sites islamiques, mais j'estime normal que les islamistes puissent s'exprimer et puissent dire quelle est leur vision de la société et quel est leur projet. Et c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles que de leur interdire de consulter ces sites-là comme s'ils n'étaient pas capables eux-mêmes de se faire une opinion, de voir si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est bon, si c'est pas bon. Mais enfin, chacun a le droit de s'exprimer. Et puis, il y a cet argument que l'on entend souvent. Ah, ben, il y a des caméras dans les rues. Ah, ben, on ne peut plus visiter tel ou tel site. Ah, ben, ceci, ben, cela. Mais de toute façon, moi, je ne vais pas les voir. Je n'ai rien à cacher, donc ça ne me dérange pas. Oui, bien sûr que ça ne dérange pas l'honnête homme. Mais ça n'est pas parce que ça ne le dérange pas lui que ça ne va pas déranger les autres. La liberté, les libertés publiques, elles ne sont pas à voir que par moi-même, mais elles sont à voir aussi pour l'autre, pour celui qui m'entoure, celui qui est à côté de moi. Et non seulement ma petite vision individualiste. Être libre, ça n'est pas seulement être libre pour soi-même, à son profit, mais c'est garantir la liberté des autres. La liberté de s'informer, c'est aussi le fait
de garantir que les serveurs, les fameux serveurs informatiques, Google, etc., tout ça, ne puissent pas communiquer la navigation sur Internet de chacun d'entre nous à des puissances étrangères, par exemple. Même si c'est interdit en France, cela peut être aussi fait dans des pays qui ne seraient pas la France. Et là encore, où est la liberté de s'informer sans pour autant être contrôlé continuellement? Nous verrons dans une seconde émission, Curé enragé numéro 58, le pourquoi de cette dégradation ahurissante des libertés publiques dans notre pays.